Monsieur le ministre de la Justice, vous venez nouvellement d'être installé. Et sur votre table, vous avez trouvé des dossiers. Alors, il y a certains dossiers qui ne sont pas encore digérés. Et j'aimerais ici parler d'un cas particulier. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de trimer encore jusqu'aujourd'hui au niveau de la prison centrale de Makala. Je parle de Jacques Ndala. Vous êtes ministre de la Justice. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Si oui, qu'est-ce que la justice peut faire aujourd'hui pour que ces citoyens puissent bénéficier de la clémence de la justice? Ça, c'est un. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, au-delà d'être activiste, politicien, politique, président d'un parti politique, Jacques Ndala fut aussi chroniqueur. Il a exercé ces métiers que nous aimons tant, le journalisme. Quels sont les mécanismes ou encore quelles sont les actions que vous, en tant qu'ancien collègue de Jacques Ndala, vous préconisez pour que ces messieurs soient aussi soutenus et qu'ils bénéficient aussi un peu vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je crois que nous avons le privilège d'avoir le ministre d'État, ministre de la Justice, qui pourra évidemment dire quelques mots là-dessus de manière plus précise. Mais lorsque nous avons personnellement vu les alertes sur les réseaux sociaux, nous en avons parlé. Nous étions à Genève et je pense que le ministre a demandé non pas seulement le renseignement qu'il fallait, mais je crois qu'il y a des actions qui ont été entreprises dans le cadre de la prise en charge que son État requiert. Je vais laisser le ministre d'État donner davantage d'éléments à ses propos. Et peut-être que je pourrais revenir avec un commentaire s'il faut. Monsieur le ministre d'État. Oui, je pense que vous avez déjà donné la bonne réponse. Effectivement, nous avons été alertés par les réseaux sociaux. Et la première action que j'avais prise, c'est de demander à mon cabinet d'avoir l'information requise et de s'assurer que le détenu Ndala a accès aux soins de santé. Et ça, c'était important. Il a été pris en charge au niveau de l'hôpital. Et je n'aimerais pas ici vous dévoiler son rapport médical. Il y a un sceau de confidentialité. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que, c'est toujours dans le cadre de la corruption, les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. D'abord au ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux. Vous revenez de Genève, en Suisse, avec votre collègue également, où vous menez quand même une plaidoirie pour
à l'échelle internationale, on puisse quand même attester qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. D'ailleurs, alors, mais nous voulons avoir les retombées de ce qu'a été votre action, notamment sur la scène internationale. Je parle de l'Europe, de là où vous revenez. Et puis, deuxièmement, vous avez dit tantôt, Monsieur le ministre d'État, que vous, votre style, ça sera le style d'aller vers la proximité, etc. Alors, en même temps, il y a des affaires partout. Vous êtes juriste. Comment vous faites à court, moyen et long terme pour atteindre tous les territoires nationaux par rapport à cette proximité-là? Vous allez vous y prendre comment pour que celui qui vit au niveau de Kasongolunda, au niveau de Kwango puisse être atteint, celui qui est au niveau de Sakanya, au Katanga puisse être atteint, celui qui est à Faradje, celui qui est à Bondo et tout ça. Je voudrais avoir une idée. Au ministre Mouyaya, nous allons aller vers les réseaux sociaux. On a vu des images de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cas de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministre va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais, partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disions non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tous ceux que vous avez vus dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour certes dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Monsieur le ministre de la Justice, je crois qu'il y a une soif pour la suite de ce que nous avons commencé à Genève, notamment en marge de la session, ordinaire du Haut Conseil des droits de l'homme, la question du génocide. Elle soulève beaucoup de réactions de l'autre côté. Je ne voudrais pas le relayer ici parce que c'est totalement indécent.
Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, parce que c'est votre expertise aussi des secteurs de droits de l'homme? Oui, je pense que tout a été dit à Genève et tout ce que nous avons fait a été transmis, disons, à la radio et à la télévision nationale. Mais cependant, j'aimerais d'abord souligner fortement qu'il n'appartient pas à un pays agresseur qui a commis des crimes chez nous, dont certains peuvent être apparentés aux crimes de génocide, de nous empêcher comme État à faire notre plaidoyer pour que notre situation soit reconnue. Ça c'est très très clair. Ce n'est pas l'apanage d'un État de dire que vous ne pouvez pas utiliser le terme génocide. Mais ce qui est clair, c'est que depuis 30 ans, et je parle aussi en connaissance de cause, parce que l'une des raisons de mon exil à l'époque de l'Azado, c'était que l'Azado avait produit un rapport qui démontrait clairement le ciblage des Hutus qui avaient été tués. Et on a fait ces rapports. Et quand on a fait ces rapports en 1996, ces rapports donnaient clairement des indications sur les actes qui peuvent être apparentés aux actes génocidaires. Et cela a continué. On a eu les massacres de Tingiting, etc. Et lorsqu'à cette époque, nous avons fait la géographie des crimes, et c'était exactement là où les réfugiés Hutus étaient en train d'aller. Voyez. Et depuis 30 ans, cela est allé au-delà des Hutus. Ça ciblait aussi d'autres communautés congolaises sur fond de l'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays. Pendant longtemps, le pays était notre message comme nation sur ces crimes graves, les crimes contre l'humanité et aussi les actes apparentés au génocide. Notre message était illisible. On ne voulait pas nous entendre non plus. On ne voulait pas lire ce que nous voyons. Et maintenant, tous les rapports. Et vous savez qu'en ce qui concerne notre pays, nous sommes sous chapitre 7, où le Conseil de sécurité a décidé de déployer depuis plus de 20 ans une mission des Nations Unies, ici, qui documente systématiquement des cas. Il y a eu plusieurs missions d'enquête, les fact-finding missions, qui ont été déployées ici. Et tous les rapports des organisations non gouvernementales, y compris des Nations Unies, donnent clairement qu'il y a des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Et nous devons prendre en main notre responsabilité, c'est de sensibiliser l'opinion internationale, puisque la reconnaissance du génocide, c'est aussi un acte politique et diplomatique. Vous savez, en 1994, lorsque la question du génocide rwandais était posée, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est le professeur Denis Segui, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies, qui, pour la première fois, c'est à partir du rapport du professeur Denis Segui, qui était l'expert indépendant sur la situation au Rwanda, qu'on a reconnu le Rwanda. Et enfin, le récent rapport sur Gaza, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme. Si vous comparez ce qui s'est passé là-bas, on dit clairement que ces rapports-là, la commission qui a été dirigée par l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Mme Navi Peli, a conclu qu'il y avait des actes de génocide qui étaient commis là-bas. Donc, il appartient à nous de prendre toujours notre bâton de pèlerin, convaincre les États pour que notre génocide, sur fond de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays, soit effectivement reconnu. Les prochaines étapes, pour nous, c'est le front politique, le front diplomatique et le front judiciaire. Et je pense que c'est ça qui va être fait. Je ne vais pas dévoiler en ce qui concerne la justice, mais vous verrez qu'il y aura des actions bientôt qui vont être prises pour qu'on puisse interpréter juridiquement, sur base des instruments juridiques internationaux, que ce qui se passe chez nous, ce sont des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Il reviendra encore qu'après, c'est la justice internationale ou nationale qui va prendre ses responsabilités pour juger
les auteurs. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. Ceux qui veulent empêcher le pays de s'exprimer, je pense que c'est trompent. C'est notre responsabilité de protéger nos populations et de s'assurer que des crimes graves qui se commettent dans notre pays ont une réponse pas seulement politique, judiciaire. C'est aussi, on doit faire attention puisque même dans le cadre de Doha, bien sûr, on va faire l'échange, la liste des détenus, mais nous allons nous assurer qu'on applique les critères d'exclusion, c'est-à-dire les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes graves selon les lois internationales ne puissent pas faire l'objet d'un marchandage politique. Et ça, c'est clair, ça fait partie de la doctrine. Et ça, c'est aussi notre rôle de conseiller en tant que conseiller juridique de l'État, de s'assurer qu'on ne change pas dans les négociations. Il y a toujours des critères d'exclusion et ces critères d'exclusion doivent être absolument appliqués. S'agissant de la proximité, c'est important. J'ai quitté Genève jeudi, je suis arrivé, samedi je suis parti à Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Buluo et Kolwezi. Et ça, c'est un bel exercice. Cela m'a permis, par exemple, de savoir qu'à Kassanji, depuis 18 mois, le tribunal de peine ne se réunit pas, puisque la composition régulière ne peut pas être assurée, puisqu'il n'y a pas de juge. Depuis 18 mois. Et vous savez que dans cette région, il y a une montée de la criminalité. Et si la justice ne se réunit pas, ça veut dire qu'il y a la vendetta. Vous voyez, c'est ce genre de missions de proximité, qui nous permet de faire l'évaluation et de connaître effectivement le besoin en matière de justice. Donc, moi, je serai le ministre des proximités et de la périphérie. Monsieur le ministre, parmi vos priorités, vous avez épinglé l'amélioration des conditions carcérales et l'on note qu'il s'agit là de la politique gouvernementale. Alors, quasiment 10 mois après les États généraux de la justice qui avaient préconisé des transformations profondes, pourriez-vous faire le point sur la mise en œuvre concrète des recommandations, en particulier en ce qui concerne la construction et l'amélioration des infrastructures pénitentiaires, à la lumière du constat alarmant relatif aux conditions carcérales dans les Hauts-Katanga où vous avez été? Et puis une question liée au droit congolais, et cela tient à votre casquette de juriste. La pratique des primes d'arrestation ou de la mise à prix de personnes recherchées par les autorités judiciaires est-elle expressément consacrée par la loi? Je termine par votre mission à Genève, où vous avez porté le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Quelle portée concrète a eu cette démarche sur la scène internationale et quelles sont les prochaines étapes diplomatiques pour transformer ces plaidoyers en résultats tangibles? Voilà, Monsieur le ministre d'État. Je vais commencer d'abord par votre question relative aux États généraux, aux conclusions des États généraux. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs États généraux dans notre pays, dont le dernier, le rapport, doit être encore finalisé, puisque certains acteurs ont pu contester certaines recommandations, la façon dont le rapport a été effectivement rédigé. Une fois que cela va être finalisé, il y a de bonnes recommandations et nous ne manquerons pas de les appliquer, parce qu'il s'agit de la continuité effectivement de l'État. En ce qui concerne la construction de lieux de détention, puisque la majorité des lieux de détention ont été construits avant l'indépendance, 48, 52, 59, conçus pour abriter quelques individus, quelques détenus. Aujourd'hui, ça abrite des centaines de nos compatriotes dans des situations très inhumaines. Il y a un programme de construction, effectivement, de prisons. Une mission du secrétariat général du ministère avait fait un travail de l'évaluation de besoins et de construction, et ça existe. Donc il y a les priorités. Et il y a eu déjà des soumissions, ça a été approuvé là, par exemple dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a un projet de la construction d'une prison
à Maluku. Il y a pour l'établissement de jeunes en conflit à Mbeseke-Fouti. Et puis il y a encore une autre prison qui doit être construite vers la cité ex-Mama Mobutu, etc. J'ai eu connaissance de ces projets. Je pense que comme ce sont des projets qui ne posent pas problème, puisque la procédure a été régulière, nous allons essayer maintenant de pousser pour qu'on puisse assez rapidement commencer la construction. En ce qui concerne la prison de Makala, il y a une possibilité. Nous avons acquis, pas moi, nous avons acquis comme ministère un grand terrain à Maluku avec 100 hectares où on peut effectivement construire les prisons pour les femmes, pour mineurs et aussi les prisons générales, etc. Et je pense que ça a été budgétisé dans cette année pour le budget 2025-2026. Bon, une fois que nous recevons ce budget, je pense que la construction de la prison pourrait effectivement commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a eu une rubrique dédiée à lancer les appels de rançon pour les individus. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement, parce que c'est illégal, ce n'est pas prévu par la loi.